Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque, mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Chers auditeurs, bonjour, je suis on ne peut plus heureuse d'accueillir dans cet épisode les deux fondateurs d'une maison d'édition hors norme qui va, c'est certain, créer des étincelles dans le monde éditorial français. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Projet Silex et si vous ne connaissez pas encore cette maison, je vous invite très fortement à rester pour la découvrir. Vous allez en prendre plein les yeux et surtout en apprendre beaucoup sur le milieu dans lequel évoluent vos auteurs préférés et sur comment certains chevaliers de l'ombre œuvrent à le rendre meilleur. Bonjour et bienvenue à tous les deux, ou plutôt bonsoir en l'occurrence, puisqu'on tourne en fin de journée. Vous êtes donc les créateurs de Projet Silex. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît ? Alors, je vais commencer, ça change un peu. Normalement, c'est Nicolas qui prend la parole sur Silex. Là, ça va être moi qui commence. Alors, bonsoir à tous, enfin bonjour, si si vous écoutez le podcast la journée. Donc, moi, je m'appelle Marie. Je suis cofondatrice donc, de Projet Silex avec Nicolas. Sur Silex, je m'occupe principalement de la partie gestion de projet. Je suis un petit peu sur la partie éditoriale, mais plutôt vraiment sur la partie vraiment organisation, timing, planning, voilà, toute cette partie-là. Je suis plutôt en soutien et le rôle principal dans Silex, on va dire, c'est plutôt Nico qui le tient. Voilà, donc je lui laisse la parole pour se présenter. Alors effectivement, moi c'est donc Nicolas, je fais tout ce que Marie ne fait pas. Essentiellement tout le travail éditorial, je fais toute la partie, enfin en tout cas une bonne partie communication. Si vous entendez parler de Corgi, c'est moi. Si vous entendez d'une manière générale parler du Discord, vous pouvez m'y retrouver également. Voilà, je travaille globalement à essayer de faire entendre la voix de Silex et de ses auteurs et autrices. Voilà. D'accord, bienvenue à tous les deux et merci d'avoir accepté cette invitation. Du coup, votre maison, Projet Silex, elle porte dans son nom même sa nature, puisqu'elle fonctionne sur la base de projets participatifs. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos auditeurs comment ça fonctionne ? Donc effectivement, dans le nom même de Projet Silex, il y a cette idée de projet participatif et pour nous, projet participatif, ça ressemble beaucoup à du financement, à du full lancement, comme on dit. Euh, D'accord. Concrètement, on va avoir un projet d'ouvrage, ça peut être un roman ou ça peut être autre chose, qu'on va mettre en ligne sur notre plateforme et proposer aux lecteurs et aux lectrices de le précommander en fait. Ça ressemble au mécanisme de souscription qui existait déjà dans l'édition traditionnelle, mais c'est juste qu'on y applique des outils un peu plus modernes et des contreparties qui sont un petit peu différentes de ce qu'on pourrait proposer sinon. Parce qu'on va avoir pas mal de contreparties ludiques, on va avoir beaucoup de choses, voilà, de rendez-vous avec les auteurs, des choses dédicacées qu'on ne pourrait pas faire le reste du temps. Voilà. D'accord. Du coup, les lecteurs qui veulent découvrir vos titres, ils participent au financement. Mais si par exemple ils découvrent un livre une fois la campagne terminée, est-ce qu'ils peuvent se le procurer ou Alors, pas ? Oui. oui, oui, ça dépend quand, en fait. On a plusieurs solutions pour celles et ceux qui auraient raté les campagnes. D'abord, il nous arrive régulièrement de rouvrir les campagnes. Là, en ce moment, on est en... Enfin, quand vous écouterez ce podcast, ce sera disponible. Mais quand on l'enregistre, on est actuellement... les campagnes sont actuellement fermées. Mais effectivement, on rouvre régulièrement. Alors, on a accès du coup aux ouvrages, mais pas à tout ce qu'il y avait autour. Là, si vous voulez un ouvrage dédicacé, c'est vraiment au moment de la campagne qu'il faut être là. Si vous voulez des parties de JDR, etc. Mais par contre, l'ouvrage en lui-même, il sera disponible après. Et puis aussi, il y a toute la partie salon qui va quand même se réactiver et pendant laquelle on vend aussi nos ouvrages. Ah oui, c'est vrai que le Covid nous a fait changer un petit peu sur ce point-là, parce qu'à la base, on avait prévu au niveau de Silex de proposer nos ouvrages ensuite uniquement pendant les salons.
Et D'accord. là, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de salon, donc on a pensé les choses différemment. Après, ce qui est aussi à savoir, c'est que nos ouvrages ne vont pas être disponibles de façon illimitée. Quand il n'y a plus de stock, a priori, au bout d'un moment, ils seront plus disponibles, sauf si on les réédite. Mais voilà, ça ne sera pas forcément... ils sont disponibles tant qu'il y a du stock, mais quand il n'y aura plus de stock, il n'y a plus de stock comme une maison d'édition traditionnelle, quoi, finalement. D'accord. Donc, si on veut un livre, il vaut mieux guetter les Voilà, campagnes, il vaut quoi. mieux être présent aux campagnes et nous, ça nous permet en plus d'éditer le bon nombre de livres et d'éviter d'avoir des livres qui sont édités pour rien ou d'en éditer trop peu. Enfin voilà, nous le principe Ouais, c'est plutôt les campagnes quoi. Après bien sûr, d'accord. il y a toujours un petit peu de stock, mais voilà. Du coup, si on va parler des choses qui fâchent un peu, si malheureusement un projet ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe pour l'auteur et pour vous, dans la mesure où vous avez quand même ainsi du temps en termes de travail éditorial? Ou alors est-ce que les corrections se font après la campagne? Comment vous vous organisez par rapport à tout ça? Alors là, c'est plutôt ma partie, donc je vais répondre. En fait, concrètement, nous, l'idée, c'est que quand la campagne s'achève, le livre soit déjà prêt. D'accord. Parce que, en fait, pour une raison toute bête, qui est que je suis moi-même lecteur et, on va dire, consommateur, même si j'aime pas trop le mot, de financement participatif. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que d'attendre pendant 1 an et demi un financement pour lequel on a participé. Donc l'idée c'est de pouvoir, finalement, dès que le financement est terminé, pouvoir lancer directement l'impression et limiter au maximum le temps d'attente. Euh, Ce qui fait que on travaille effectivement en amont. Si le projet échoue, concrètement, bah, comme tu l'indiques, ce qu'on aura perdu, c'est effectivement tout cet investissement, que ce soit au niveau visuel et puis au niveau de temps, au niveau du travail. Mais Oui. ça fait partie finalement du risque éditorial qui est pas si différent du risque traditionnel, si j'ose dire, où on pourrait éditer un livre qui ne fonctionne pas finalement. C'est un peu, un peu la même chose. Euh, Ce qui est certain, c'est que pour l'auteur ou l'autrice, lui, il récupère l'intégralité des droits sur son ouvrage, ce qui paraît assez logique, mais également donc sur les corrections qu'on a pu apporter. Donc l'idée, c'est qu'il ait aussi ensuite un texte qui soit le plus comment dire, éditable possible pour pouvoir ensuite le proposer à d'autres maisons le cas échéant. Du coup, votre positionnement à vous, il part du constat qu'il y a quelque chose d'un peu défaillant dans la chaîne du livre, puisqu'en général, les auteurs qui produisent la matière première du livre, à savoir le texte, ils touchent des pourcentages un peu dérisoires. Mais aussi parce que j'ai l'impression dans votre communication que vous mettez en avant le fait qu'il manque un acteur majeur dans tout ça et que c'est le lecteur. Vous avez à cœur, si je dis pas de bêtises, de rétablir une sorte de justice envers les auteurs et d'intégrer pleinement le lecteur au processus. Est-ce que vous pouvez nous parler du cheminement qui vous a mené à prendre cette position-là? Oui, alors je dirais pas forcément que c'est défaillant, je dirais que comme tout le monde, quand on apprend que l'auteur, donc c'est-à-dire celui qui fait la plus-value dans le Mmh. livre, c'est-à-dire celui qui produit la matière première, on va dire, c'est lui qui a le plus faible pourcentage, forcément, je pense que tout le monde est choqué. Après, quand on découvre la chaîne du livre, etc., qu'on voit les charges qu'ont les libraires, qu'on voit on comprend certaines choses, on comprend voilà, le fonctionnement, on comprend pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Voilà, tout ça, on l'a intégré. On n'est pas arrivé avec notre idée en disant voilà, tout est nul, on reprend tout à zéro. Mais il y avait dans l'idée de proposer un circuit alternatif sur le modèle un peu de ce qui se fait dans l'agriculture finalement, en disant bah voilà, dans l'agriculture il y a des circuits courts et les gens qui sont intéressés pour être plus rémunérer plus les agriculteurs, etc. Ils ont la possibilité d'agir à leur échelle, ça n'existe pas dans le milieu du livre et c'est dommage en fait. Et c'est là-dessus qu'on a eu notre raisonnement. Après, on a eu tout un cheminement parce enfin, notamment avec la création du blog, mais là je vais peut-être te laisser parler Nicolas sur vraiment comment ça s'est passé au niveau de la genèse. Je te laisse du coup enchaîner. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est ce que dit Marie, c'est que ça s'est passé en plusieurs étapes. Nous, on a commencé comme blogueur à la base. En fait, même au début du début, on était juste lecteur. Ouais, comme tout le monde. Je pense comme un peu tout le monde. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait. Enfin, on a fait les imaginales, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'ouvrages. Trop d'ouvrages, une palle conséquente. Je pense que beaucoup de monde peut S'identifier. s'identifier exactement. Et en fait, on s'est dit qu'on allait les chroniquer et on a commencé finalement à travailler sur un blog qui s'appelait What About a Dragon, qui est maintenant fermé.
on a travaillé sur ce blog et du coup on a eu l'occasion de rencontrer plein d'auteurs et d'autrices et de découvrir un peu l'envers du décor. Et en fait, ça nous a un peu choqué en fait, très simplement, parce que ce que dit Marie est exact, c'est-à-dire que quand on comprend l'histoire, on sait pourquoi on en arrive là, mais ça rend pas la situation plus agréable ou plus comment dire juste, voilà, plus équitable. On la comprend, c'est bien. Maintenant, on n'avait pas très envie de l'accepter telle quelle et on s'est dit qu'on allait voilà, proposer quelque chose d'un peu alternatif. Et quand vous parlez de circuit court du livre, comment vous l'envisagez concrètement? Comment vous le mettez en place? Mais nous, concrètement, ça s'est passé par la suppression d'intermédiaires, enfin, on peut le dire comme ça, et par la place du lecteur. La place du lecteur dans le circuit. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est le fait que le lecteur, en fait, a le pouvoir de décider ce qu'il souhaite faire au niveau de la rémunération. Comment il souhaite donner son argent pour un livre. Est-ce que c'est pour... enfin, comme dans l'agriculture, en fait. Oula, c'était pas clair du tout. Désolée. Non, non, mais si. Du coup, au final, c'est vrai que c'est le lecteur qui a le pouvoir. C'est ça. En fait, l'idée, c'était de remettre le lecteur au centre, de dire au lecteur, en fait, actuellement, les lecteurs ne sont pas actifs, si tu veux, dans la chaîne du livre parce qu'on ne leur propose pas des systèmes alternatifs, ou alors il faut vraiment qu'ils soient super motivés, qu'ils fassent des salons, qu'ils se renseignent vachement pour les auto-éditer, etc. Enfin, ça demande un investissement quand même super conséquent. Et c'était de proposer, en fait, aux lecteurs de s'investir plus facilement par le système de financement participatif qui marche plutôt très bien dans le milieu du jeu de société ou enfin, je sais pas si je peux dire que ça marche très bien parce que je le connais pas forcément très bien, mais en tout cas les consommateurs sont plus impliqués dans des milieux proches du roman finalement, que ce soit jeu de société, JDR, jeu de plateau, jeux vidéo même. Enfin, il y a quand même pas mal de financement participatif qui s'est lancé, mais il n'y a pas eu ce même mouvement pour le livre. Enfin, il y a eu des financements participatifs pour des livres, mais pas de la même façon. Et voilà. En fait, l'idée c'est aussi de rétablir en fait une corrélation, c'est-à-dire que jusqu'à présent on a cette impression que le livre s'arrête à l'éditeur. On a un peu ce sentiment dans le circuit traditionnel. On a l'impression qu'une fois que le manuscrit est sélectionné par l'éditeur, tout ce qui se passe après, c'est sans incidence et sans relation avec l'auteur ou l'autrice. Et en fait, l'idée c'était de dire, ben non, enfin, au final, l'auteur et l'autrice et les lecteurs et lectrices, ben, c'est ceux qui devraient le plus communiquer et être les plus proches les uns des autres. Donc l'idée c'est de pouvoir, en fait, comme disait Marie, en supprimant les intermédiaires, pouvoir finalement recréer cette relation de proximité. Après, on travaille aussi avec des libraires. Enfin, on supprime des intermédiaires, mais en direct. Quand on travaille avec des libraires en direct. Voilà. L'idée, c'était de faire une chaîne humaine. Ouais, c'est intéressant comme positionnement. Du coup, depuis tout à l'heure, on parle de votre fonctionnement parce qu'il est quand même assez atypique et moi, j'avais jamais vu ça dans le milieu de l'édition. Mais on n'a pas abordé quand même la question qui peut-être intéresse des auteurs qui voudraient venir chez vous. Vous éditez quel type de roman? Est-ce que vous restez sur l'imaginaire? Est-ce que vous publiez tout type de romans? Comment ça se passe la sélection? Alors non, effectivement, on va travailler que sur des romans d'imaginaire, en particulier des romans en tome unique. On ne fera pas de série. Et notre ligne éditoriale est assez, comment dire, assez simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réelle exigence. On met en avant le fait qu'on aime produire des textes qui sont des textes qui amènent à voyager, à réfléchir. Mais je doute que beaucoup d'auteurs et d'autrices n'aient pas le sentiment que leur roman amène à voyager ou fasse réfléchir. Donc ça reste une ligne très ouverte. Par contre, c'est juste qu'on a une sélection qui est très drastique. Mais... Voilà, vraiment l'objectif c'est de proposer des romans de qualité pour que nos lecteurs nous suivent et nous fassent confiance. Voilà. Et pour le moment, le pari est plutôt réussi, mais... Vous privilégiez la qualité à la quantité de sorties. Tout à fait. C'est ça, et puis c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect strictement on ne veut pas décevoir les lecteurs et lectrices, il y a aussi le fait que au-delà de la rémunération des auteurs et autrices, l'autre corollaire quand même des problématiques du livre, c'est la surproduction. Et si on veut lutter contre la surproduction, à un moment, il faut
s'inscrire dans une démarche inverse, sinon on ne peut pas s'en sortir. De slow production. Ouais, c'est ça. Finalement. C'est ça, en fait. Enfin, souvent, le parallèle avec l'agriculture, avec la slow food et avec tout ça, en fait, effectivement, est assez pertinent. L'idée, voilà, de ralentir un peu, de créer des événements autour de nos sorties, de laisser le temps aussi au livre de vivre et de vivre sa gentille et jolie vie de livre. Mais voilà. Et après, effectivement, si le livre il est voué à... Nous, de toute façon, on va rester sur du circuit court, mais ça ne veut pas dire que le livre va s'arrêter au circuit court. Par exemple, on le voit avec Face au Dragon. C'est typiquement, pour nous, Face au Dragon, c'est exactement le schéma qu'on voudrait pour un livre. C'est-à-dire, il vit sa vie de livre en circuit court avec nous, il est sorti sous forme d'événements, etc. Et derrière, il est repris en poche chez un grand éditeur. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on veut. Et on voudrait que les lecteurs qui ont envie de participer à la chaîne du livre se dirigent plutôt vers des ouvrages silex. Par contre, les lecteurs qui n'ont pas le temps, pas l'énergie, etc., ils pourront le retrouver par la suite en poche. Enfin, voilà, typiquement, le livre s'arrêtera pas à silex, en fait. C'est vraiment une première ouverture et un événement, en fait, et l'opportunité pour les lecteurs de s'investir pour leurs auteurs favoris, pour la chaîne du livre, pour ce qu'ils aiment et pour avoir des beaux ouvrages aussi, parce que l'objectif, voilà, c'est qu'on peut proposer, comme on a proposé avec Rocaille, des livres au niveau qualité qu'on n'aurait pas pu proposer dans le circuit classique, quoi. On n'aurait pas pu proposer un hardback si on n'était pas passé par le financement participatif. Ah, c'est une belle démarche. En fait, votre ambition, c'est de propulser des livres. C'est Et de ça. leur donner... C'est ça, faire jaillir l'étincelle, c'est vraiment ce qu'on a sur notre logo en fait, et c'est vraiment le point. L'idée, c'est qu'on veut créer des incendies, mais pour créer des incendies, il faut bien une première étincelle, et c'est ce qu'on essaie d'être. C'est chouette. Question un peu pragmatique. J'ai vu que vous aviez un appel à texte en cours pour une anthologie, si je dis pas de bêtises. Vous avez d'autres appels, enfin, comment dire, vous acceptez toutes les soumissions de façon libre ou vous fonctionnez qu'avec des appels à texte? Alors, en fait, les deux, là, en réalité, pour l'instant, on a coupé l'appel à manuscrits parce qu'on voulait pouvoir travailler sur les manuscrits qu'on avait déjà reçus et essayer d'avoir une réponse, on va dire, pas rapide, parce que je pense qu'on a déjà dépassé le stade de rapide, mais en tout cas, privilégier les auteurs et les autrices qui nous ont déjà écrit. Mais dès qu'on aura terminé finalement de lire ceci, on réouvrira l'appel à manuscrits. Peut-être même qu'en septembre, ça sera ouvert. D'ailleurs le cas. On ne sait pas encore, mais on a bien Effectivement, on aimerait bien avoir terminé en fin août, finalement de lire ces manuscrits-là, au moins de faire une réponse à tout le monde. Et puis par contre, on a ces appels à nouvelles qui là, je pense, seront sur une base annuelle. Et l'idée, c'est voilà, tous les ans de sortir peut-être un recueil sur un thème qu'on aime et qu'on a envie de voir plus présent dans le paysage français. D'accord. À titre personnel, j'aime beaucoup la thématique de l'appel à texte en cours. Je trouve ça très inspirant. Et je connaissais pas ce terme-là. Je n'avais jamais vu, du coup, je suis allée chercher. En fait, c'est comme vous le dites dans la présentation, on connaît tous des histoires et des textes qui s'y rapportent. Mais je connaissais pas le terme, donc j'ai appris quelque chose. Merci. Alors après, honnêtement, c'est un terme qui... Je sais pas si le terme en lui-même est récent. Parce que aussi, enfin, je doute qu'on parlait déjà d'isekai lorsque Lewis Carroll écrivait Alice, mais effectivement, oui, c'est quand même un concept qui est vieux. Juste, alors c'était pas prévu dans mes questions, mais au cas où, si des auditeurs se posent la question de qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez juste rapidement l'expliquer? Bien sûr. Alors, là encore, c'est ma partie, donc je me permets de... donc c'est un appel à texte qui s'appelle Isekai. L'isekai, c'est le fait... donc c'est un genre littéraire dans lequel un protagoniste se retrouve plongé dans un autre monde. Donc par exemple, là, je citais Alice au Pays des Merveilles, on peut évoquer aussi Narnia, on peut évoquer aussi... alors dans les mangas, on peut évoquer Sword Art Online, on peut évoquer Solo Leveling. Et l'idée, c'est que voilà, c'est une littérature qui est très traditionnelle, très ancrée dans notre patrimoine,
et en même temps qui connaît une déclinaison actuellement au Japon et en manga qui est très 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 prolifique, au point que certains éditeurs ont décidé purement et simplement de refuser les textes qui se rapportaient à ce genre. Donc on peut parler de saturation. Mais c'est souvent un genre qui est décrié parce il cède à certaines facilités. Et comme on aime les défis, on s'est dit que ce qu'on voulait, nous, c'était d'avoir des textes, montrer en fait que ce genre pouvait être riche, intéressant et pas cliché. Voilà. Ouais. Et l'appel à texte, c'est jusqu'au 15 octobre. Voilà. Puis vous ajoutez la contrainte d'en faire un texte court, parce qu'en général, ça se développe plutôt sur des romans ou sur des textes un peu plus longs. Exactement. Et alors, donc, court chez nous, c'est entre 40 et 80 000 signes. Donc, c'est pas si Oui. court. Mais non, mais je précise parce qu'effectivement, souvent les gens nous disent, mais 80 000 signes, c'est long. Euh, et effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse laisser la place pour s'exprimer, on n'est pas, comment dire, mais je pense on peut se, comment dire, on est proche là-dessus, à mon avis, sur les choix des textes. Je trouve que certains textes ne sont jamais aussi beaux que quand ils sont contemplatifs, euh, et qu'il n'y a pas nécessairement un besoin viscéral d'action tout le temps. Et donc c'est bien de laisser un peu de place et de laisser un peu de respiration. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette fourchette assez large. Eh bien, il me tarde de voir le résultat de tout ce travail, parce que ouais, c'est super intéressant. Alors, si j'ai bien fait mes recherches, vous accueillez aussi sur la plateforme des projets qui ne sont pas directement des projets Silex. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites une sélection? Et est-ce que derrière, il y a une volonté de rassembler les acteurs de l'imaginaire? Alors, oui, complètement. L'idée, c'est que, alors, oui, complètement, il y avait 12 questions, donc je dis oui à une seule, mais je ne sais pas laquelle. Il y en a probablement un oui dans le lot. Non, plus sérieusement, donc effectivement, tu as tout à fait raison. Il nous arrive d'accueillir des projets. Alors, il nous arrive, on l'a fait une fois pour l'instant. Euh, Peut-être qu'en septembre, on en aura d'autres, mais je doute. On a effectivement accueilli le Concile de Merlin par les éditions L'Alchimiste. L'idée, c'était pas forcément de faire une sélection, mais c'était par contre d'aller chercher des éditeurs et des éditrices qui étaient dans le milieu de l'imaginaire et plutôt dans un milieu indépendant. Euh, Nous, notre envie, c'est de donner les moyens à certains et certaines de pouvoir se lancer dans une aventure comme celle-ci en les conseillant, en les appuyant et en ayant en fait l'outil adapté. Ouais. En fait, c'est surtout ça. On s'est rendu compte qu'on avait notre site internet qui fonctionnait, qu'on pouvait le proposer à d'autres éditeurs. Et on s'est dit, proposons-le à d'autres éditeurs qui ont d'autres ouvrages et qui ont des valeurs communes avec nous, mais qui proposeraient des ouvrages qu'on ne pourrait pas faire nous, parce que dans nos sensibilités, au niveau des romans, c'est pas ce qu'on proposerait, etc. Pour élargir un petit peu le panel de ce qu'on peut faire au niveau du circuit court. Donc en fait, l'idée, c'est de proposer notre plateforme Oh, voilà, à des confrères. Alors, en oh, fait, c'est pour la petite histoire, en fait, cette idée, on l'a eu surtout au niveau, enfin, on l'a eu au moment du Covid, en réalité, parce qu'on Ouais. s'est rendu compte que, avec les salons qui se fermaient les uns après les autres, beaucoup d'éditeurs et d'éditrices, de petits éditeurs et éditrices, en fait, étaient coincés parce que l'essentiel de leur chiffre se faisait en salon. Et du coup, on a essayé d'écrire un maximum de monde. On a tapé à beaucoup de portes en disant, bah voilà, on vous propose notre plateforme, vraiment, enfin, à titre gracieux, venez si vous voulez. Et voilà. Et l'idée, je veux dire, on est tous dans la même galère. Euh, on fait vraiment partie de ces gens euh, qui avons envie de créer un cercle vertueux et de créer, comment dire, une aura, enfin, une forme d'aura de bienveillance, voilà, et de faire en sorte qu'on puisse s'entraider sans se tirer dans les pattes constamment, en fait. Tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, Nicolas, sur les réseaux sociaux, vous parlez beaucoup du Discord de la maison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne pour les gens qui ne sont pas forcément familiers de cette plateforme-là? Oui, en fait, Discord, c'est un groupe WhatsApp de famille, mais pas avec la famille, et à un peu plus nombreux.
Concrètement, c'est ça. Et on n'organise pas les repas de famille. Et on n'organise Ça, aucun c'est bien. repas, voilà. Et il n'y a pas de problème de cet ordre-là. On pourrait, hein, mais... Non, effectivement, Discord, donc c'est un réseau social qui consiste. En fait, c'est entre le forum et le groupe WhatsApp. L'idée, c'est qu'en gros, on a cet espace auquel on accède depuis notre site internet. C'est un logiciel très facile d'utilisation. Et puis, sur cet espace, en fait, on communique en direct avec nos lecteurs et lectrices. Puis, on a aussi des auteurs et autrices à nous qui sont présents, mais voilà. Ouais, l'idée c'est d'échanger directement avec les lecteurs et lectrices sur ce qu'ils aiment dans la maison, mais sur d'autres sujets qui ont rien à voir avec la maison d'édition. Enfin, il y a un forum sur le théâtre, sur la musique, sur les jeux vidéo. Donc c'est tout ce qui pourrait rassembler notre communauté. Mais il y a aussi toute une partie pour les auteurs qui veulent se motiver, etc. Donc il y a toute une partie aussi sur l'appel à texte Isekai, et comme on va probablement lancer d'autres appels à texte, voilà, on répond aux questions, enfin surtout Nicolas qui est sur le front H24. Quand les gens ont des questions pour avoir des précisions sur l'appel à texte, savoir si ça rentre dans le thème ou non. Donc on répond tout de suite, au moins c'est interactif, ça va beaucoup plus vite. Même des fois on a des auteurs ou des lecteurs qui sont déjà sur le forum qui répondent avant nous, tellement ils sont bien formés, ils sont exceptionnels. On a vraiment une communauté, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à bien des occasions, mais je pense qu'on a une communauté absolument incroyable. Et c'est vraiment, vraiment très appréciable. Et c'est pour le coup très, très visible sur le Discord. Donc les gens sont hyper serviables, hyper gentils. Enfin, c'est vraiment un bonheur de les côtoyer. Mais c'est chouette parce que du coup, je suppose que cette proximité entre vous, les auteurs, et vos lecteurs, ça participe un petit peu à cette idée de circuit court et de remettre le lecteur aussi au cœur du propos, quoi. Ah bah, complètement. Lorsqu'on a fait, c'était un peu spectaculaire parce que du coup on a lancé le Discord au moment de la campagne Férocité, donc notre précédent appel à texte. Et en fait, notamment la soirée de clôture du financement participatif, en fait, on l'a vécu en live sur Discord. Il y avait les auteurs et les autrices finalement de l'ouvrage, il y avait les lecteurs et les lectrices, et tout le monde échangeait, et c'était... Enfin, tout le monde vivait le moment. Honnêtement, c'était un match de foot, mais en mieux. Mais en mieux. Je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que l'intérêt, c'est d'être directement présent et d'échanger avec les gens, tout simplement, et de ne pas être seul aussi dans notre travail d'éditeur, parce que c'est un métier où on rencontre beaucoup de monde et on est aussi beaucoup seul. Et franchement, pour ça, c'est super. Et l'autre chose qu'on a organisé sur le Discord, c'était pendant la campagne, mais on va le réorganiser à partir de septembre. C'est tous les jeudis soirs, enfin, je ne sais pas si ça sera encore le jeudi soir, des tables rondes ou des sujets débats avec nos auteurs ou des intervenants extérieurs pour parler de sujets, voilà, des petites tables de 30 minutes, vraiment pour parler de sujets juste parce qu'ils sont intéressants. C'est ça. Ok, c'est chouette. Je mettrai pour les auditeurs que ça intéresse, je mettrai dans tous les cas le lien vers le site dans la description. Donc vous pourrez le retrouver facilement pour aller regarder tout ça plus en détail. On va rentrer dans un domaine un peu plus personnel. Vous nous avez déjà dit comment vous vous organisez tous les deux pour travailler, qui faisait quoi au niveau des tâches, mais du coup vous êtes seuls tous les deux, comment vous faites ça? Alors, effectivement, moi je travaille donc à plein temps sur Silex, avec tout un tas de personnes qui m'aident sur les tâches que je ne sais pas faire. Donc on a un graphiste freelance qui travaille sur tout ce qui est maquette, etc. L'idée c'est qu'on travaille beaucoup avec des freelances sur tout un tas de tâches que je ne maîtrise pas. Et toute la partie organisation et idées géniales, c'est plutôt Marie. Voilà. En fait, c'est vrai que comme Nico, en fait, Nicolas est tout le temps sur Silex toute la journée, il fait tout, la compta, enfin vraiment toutes les parties qu'on adore, hein, et qui découragent parfois du métier. Mais et ben en fait, des fois, il a besoin de sortir la tête de l'eau, et c'est moi qui vais reprendre, dire bon. Ou des fois on a un problème et en fait je vais arriver, je vais dire attends, la solution c'est soit ça, soit ça, soit ça, on fait comment, quelles sont les options, combien ça coûterait, enfin toute la partie gestion de projet finalement c'est moi qui la reprend. Et souvent en fait le fait d'avoir je suis quand même plus extérieure que Nicolas sur Silex, même si je suis cofondatrice, donc ça reste un peu mon bébé si je peux dire comme ça. Mais le fait d'avoir un peu la tête hors de l'eau, ça permet d'avoir une vision panoramique et de pouvoir guider, de pouvoir dire là ça va pas.
Et souvent, en fait, on a les bonnes idées un peu près en même temps, ou Nico a une bonne idée, et moi, je vais la relever en disant non, on pourrait faire tel truc, tel truc. Et enfin, surtout pour tout ce qui est communication, hein, dès qu'on a des idées de communication, on se les échange. Après, malheureusement, ce qui va manquer, c'est le temps, comme tout le monde. Mais, euh, mais voilà. Et après, je sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. Du coup, les illustrations que vous avez sur votre site pour expliquer, par exemple, dans la partie à propos, toute une petite partie BD, là, c'est fait par un graphiste. Alors là, en l'occurrence, non, ça a été fait donc par Aurélie Wintergerst, qui est, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Re-Raise, donc R3RASE, bref, qui a été notre stagiaire pendant quelques mois et qui nous a fait ces magnifiques illustrations, puis c'est elle qui a fait bah, du coup tout le visuel de Pierre, qui est maintenant notre mascotte. Bah, c'est super chouette comme présentation. J'ai beaucoup aimé me balader sur votre site. On apprend plein de choses. Bah, en tout cas, on a essayé de faire quelque chose qui soit comment dire, ludique, sans prendre les gens pour des crétins, parce qu'ils ne le sont pas en fait. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand on se lance dans des actions un peu de circuit court ou de circuit alternatif, euh, souvent les gens qui sont déjà implantés dans un circuit traditionnel nous disent non, non, mais faut pas faire ça parce que les gens vont pas vous suivre, hein, vous savez comment, enfin, et voilà, ils connaissent pas, ils sont pas renseignés. Mais en fait, c'est aussi une partie de notre métier que de faire en sorte que les gens soient renseignés et connaissent le sujet. Et c'est aussi ouais, une bonne partie du métier, en fait, de montrer les coulisses de l'édition, comme on le fait là, et merci encore de cette invitation. Et toute cette partie-là, en fait, elle est hyper importante. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui oublient un peu cette partie, j'ai l'impression. Pour qui, en fait, finalement, leur métier, c'est un métier qui est absolument délié totalement des lecteurs et lectrices. Moi, à mon avis, c'est un métier qui mérite d'être expliqué aux lecteurs et lectrices. Mm, c'est vrai. Parce que même moi, en tant que lectrice, avant que je me lance dans ce projet-là, je n'avais pas idée du fonctionnement du circuit du livre et de tout ça. C'est vrai que c'est... Oui, puis ça fait relativiser un petit peu le prix du Oui. livre Ah bah oui. après. Quelle a été la plus grosse difficulté que vous ayez eu à surmonter pour l'instant dans ce projet? Le Covid. Et oui, c'est vrai que vous parliez des salons, c'est que ça faisait partie de... Non, en fait, je trouve même pas de- vrai en plus. Je pense En que c'est- fait, c'est vrai que, disons qu'on s'est lancé en 2000, fin 2018. On s'est lancé fin 2018 et du coup, enfin, on a été, enfin, le livre d'Isabelle Botian, Face au dragon, a été nommé au prix Imaginal et c'était super. Et derrière, bah, pas d'Imaginal et puis plus de salon. Et c'est vrai que ça nous a enfin, on a eu un peu le sentiment d'être coupé dans notre élan en fait. Alors, je pense qu'effectivement, c'est plus un ressenti psychologique que véritablement un vrai frein. Mais c'est vrai que ça a été un sacré coup au moral quand même. Après, la vraie plus grande difficulté qu'on a, c'est tout simplement de ne pas être 45 et de manquer de temps pour tout faire tout le temps, toute la journée. Enfin, voilà. Je pense que depuis le début, la seule difficulté qu'on a, c'est qu'on manque de temps, en fait. Il faudrait des journées de 48 heures, 72. Mais je pense que c'est un peu inhérent à tout chef d'entreprise. Hein. Enfin, dès qu'on. Voilà, je sais pas si. Ou même tout. Dans le Ouais. monde du livre, j'ai l'impression que c'est monnaie courante. Bon, j'aimerais bien avoir des plus longues journées perso Ouais, aussi. c'est ça. On peut qu'être d'accord. Dans le podcast que tu avais fait pour raconter un petit peu l'évolution de Magic Mirror, bah déjà c'était facile de s'identifier de notre côté. Mais surtout, du coup, il y avait un peu cette idée aussi que on peut pas demander, en tant qu'entreprise, on peut pas trop demander de l'aide à du monde. Mm. Donc effectivement, passer en forme associative ou un truc comme ça nous libérerait une partie de l'esprit. Mais on est un petit peu têtu et on a très très envie de montrer que ça peut fonctionner en fait. Je pense qu'on serait Oui, pas oui, têtu, on carrément. n'en serait pas là, Ouais, effectivement. clairement. Mais il faut être un peu obstiné, je pense, dans ce genre de projet. Oui. Donc c'est pas forcément un défaut. C'est bien.
Comment vous envisagez l'avenir de Projet Silex? À quoi vous aimeriez que ça ressemble dans 5 ou dans 10 ans? Alors, moi déjà, attention, c'est le moment où je vérifie que mes chevilles sont assez souples pour éviter de me faire mal. J'aimerais bien déjà que dans 5 ou 10 ans, on ne dise plus ah, mais du coup, vous faites un Ulule, mais qu'on dise ah non, mais vous faites un Silex. Ça me plairait. D'accord. Ça me plairait vraiment. Et puis surtout, dans 5 ou 10 ans, j'aimerais bien que on soit vraiment un circuit alternatif et que quand un auteur ou une autrice termine son manuscrit, la première question qui se pose, c'est est-ce que je me dirige vers le circuit traditionnel ou vers un circuit alternatif? Et par circuit alternatif, on n'entendrait pas l'auto-édition, parce que pour le moment, ce qu'il y a qu'en circuit alternatif, l'auteur, c'est l'auto-édition ou les maisons d'édition à compte d'auteur, donc ça, c'est même pas la peine d'en parler. Mais en fait, il faudrait émerger une troisième voie qui reste de l'édition classique, mais par le système de Projet Silex. Et de toute façon, on voit bien que Projet Silex, c'est une première entrée dans le monde du livre, que c'est voilà, le tremplin pour un livre et que ça soit en fait une étape de plus qui intéresse les auteurs en fait. Et les Ouais, lecteurs. vous proposez une troisième voie qui serait différente de l'auto-édition et de Ou une l'édition. étape en plus en fait. Peut-être même pas une troisième voie, en fait, une étape. En tout cas, disons que je pense que c'est une troisième voie, mais une troisième voie qui n'est pas mutuellement exclusive avec les deux autres. En fait. Voilà, c'est ça. Vous avez épuisé toutes mes questions et j'aime bien terminer sur une note positive. Du coup, je vous pose cette question-là. Quel est votre plus beau souvenir à ce jour qui est lié au projet Silex? Les corgis. J'ai hésité à poser une question sur les corgis. C'est assez fou que ça vienne de Marie en plus. Non, je crois que actuellement mon vrai plus beau souvenir, je pense que c'est la fin de campagne Férocité. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois vraiment que ça a été un moment fort. Je suis quelqu'un de facilement émotif et honnêtement, je pleurais comme une madeleine sur la fin. Non, c'était vraiment très beau parce qu'en fait, c'était comme si jusqu'à présent, on travaillait dans d'autres coins, on avait des idées, et c'est comme si d'un coup, on avait des gens avec qui on pouvait discuter, qui partageaient cette idée-là, et qui nous renvoyaient du positif, et c'était incroyable en fait. C'était un sentiment d'accomplissement et d'exaltation qui était magnifique. Voilà. Et toi, Marie, c'est le même. Oui, je dirais que c'est ça. Ou quand Rocaille a été sélectionné dans les finalistes du CLIB, c'était aussi super. Parce que c'est vrai que ça s'était pas gagné. On s'y attendait pas forcément. Enfin, on savait que Rocaille méritait d'être mais on s'était dit que, en tant que petite maison d'édition, etc., on s'était dit qu'on allait passer à la trappe des jurés, et pas du tout. Le texte a été reconnu à sa juste valeur, et du coup, c'est une petite fierté en tant qu'éditeur, mais c'est vrai que je pense que le moment de la fin de campagne Férocité était encore... Enfin, c'était tout super, quoi. D'accord. Juste avant de terminer, est-ce que vous pouvez resituer pour les gens qui suivraient pas les corgis? Pourquoi, comment? Pourquoi, comment, quels sont leurs réseaux? Alors, Non, non, vraie anecdote, avant d'enregistrer ce podcast, on discutait du coup avec Marie et on disait bon s'il y a des questions sur les girafes, c'est toi qui prends. Et s'il y a des questions sur les corgis, c'est moi. Donc du coup, je vais répondre. En fait, les corgis, du coup, c'est un chien, c'est un quadrupède, ma foi, fort mignon, et avec un arrière-train reconnaissable entre mille. Et en fait, c'est un peu un running gag, c'est-à-dire que quand on a. En fait, je parlais souvent de corgi dans notre communication d'entreprise, et pour aucune raison, hein, vraiment. Juste parce que tu c'est aimes les juste parce corgis. que j'aime bien ça et que voilà. Et donc, en fait, à force d'en parler, du coup, maintenant, on est vraiment. J'ai l'impression qu'on commence à avoir une réputation de l'éditeur au corgi. Ouais. Donc voilà, c'est de là que ça vient, ouais. Après, pour l'anecdote, c'est aussi quand on a lancé Férocité, dans les images qu'on avait sur notre tableau Pinterest, quand à chaque fois que je lance une idée, je fais un tableau Pinterest pour, bref, visuellement voir un petit peu ce que je voudrais sur la ligne d'édito. Et donc, on avait des corgis chevaliers, etc. On s'était dit, ouais, ça serait trop bien d'avoir un appel à texte avec des corgis. On était trop hypés. On s'est dit, allez hop, on lance un appel à nouvelles de corgis.
Ça s'est décidé peut-être une demi-heure parce que quand on a une bonne idée et qu'on est sûr de notre idée, on tergiverse pas. Et donc on lance l'appel à texte et on n'a pas eu... Et en plus dans l'appel à texte, Nico du coup a fait la rédaction l'appel à texte en mettant voilà, s'il y a des corgis c'est bien, je sais plus ce que tu avais dit. Et donc on s'était dit comme ça on met un petit indice peut-être qu'on aura plein de corgis dans les nouvelles. Et on en a eu quelques-uns, mais on s'attendait à une vague de corgis. On n'en a pas eu tant que ça, ce qui est pas grave hein, parce qu'on a eu des super textes franchement. On a été servi notamment en lapin, en lapin maléfique, hein. Et du coup, derrière sur le Discord, Nico faisait des blagues sur le fait qu'on n'avait pas eu de corgi, etc. Et tout est parti du Discord et de la communauté et du fait que voilà. Donc c'était juste une petite blague. D'accord, merci. Bah écoutez, j'aurais aimé discuter avec vous toute la soirée, mais on arrive au bout de mes questions, ça y est. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Merci pour votre projet parce que je suis convaincue qu'il est nécessaire pour montrer que d'autres voies sont possibles et qu'il suffit de réussir à les imaginer et de se donner les moyens de les emprunter. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ? Alors, moi, oui. Enfin, j'aime bien parce que je parle beaucoup. C'est mon côté, je sais pas, un peu exalté, chien fou, enfin, corgi sauvage, tout ça. Concrètement, en fait, comme tout à l'heure je disais, on passe pas en forme associative parce qu'on est têtu. En fait, il y a un truc un peu au-dessus de ça qui est que Silex, on essaye vraiment de le voir comme euh, quelque chose à prouver. Pas à prouver à nous, mais à prouver au monde du livre. Et on aimerait bien, en fait, c'est vraiment un manifeste, c'est dire euh, une autre alternative est possible, on peut le faire. Des gens qui n'étaient dans le milieu que de manière un peu éloignée y arrivent. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Voilà. Et c'est vraiment, ça paraît très présomptueux, mais c'est tout l'inverse. On essaie de travailler avec beaucoup d'humilité et de respect pour tous les gens qui travaillent avec nous. En fait, je veux dire, moi, je n'ai pas le talent de nos auteurs et nos autrices. Enfin, je veux dire, on travaille qu'avec des gens meilleurs que nous. C'est quand même, c'est rare les métiers où on travaille qu'avec des gens meilleurs que nous. Et puis sans que Soliax soit le projet d'une usine à surproduction, à ce qu'on refasse la surproduction sur le projet Silex, c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire la petite production et que les lecteurs soient au rendez-vous et qu'on fasse des beaux ouvrages et qu'ils soient à chaque fois hyper bien travaillés et qu'à chaque fois on fasse peu d'ouvrages mais que les auteurs soient chouchoutés, qu'on puisse faire travailler vraiment le texte à fond, que la couverture elle soit pensée, que voilà, qu'on donne au livre ce qu'il mérite. Et qu'à la fin tout ça soit possible. Voilà, c'est ça le truc. C'est un rêve. Mais qui se réalise. Je crois qu'il n'y aurait pas de plus belle façon de terminer cette prise de parole. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet échange vous aura autant intéressé et passionné que moi. N'hésitez pas à réagir ici sur le blog ou directement sur Instagram. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens utiles en barre d'infos pour retrouver Projet Silex. Et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et de très belles découvertes.